On repart. Oui, alors effectivement, l'électricité, juste pour moi, c'est là, je cherche mes chiffres et puis je les trouve pas. C'est pas grave. On trouvera bien un moyen de les redonner. Voilà, oui, sobriété populaire. Ah oui, c'est parce que je crois qu'on va afficher les petits tableaux. En fait, c'est le sondage qui était dans les Échos, je crois, en tout début de semaine. Massivement, mais vraiment massivement approuvé par les Français. Et aucun problème à baisser le chauffage. Soutien des sanctions. Enfin, je sais pas, Mathieu, tu n'es pas surpris? Écoute, je vais te dire, on est dans une série d'injonctions plus ou moins fondées, plus ou moins morales ou intéressantes autour du réchauffement, etc. Et tu te dis, mais que faire? Et en fait, tu vois qu'à un moment, quand tu as quelque chose de précis, avec un objectif et visiblement un niveau de préparation satisfaisant, on y va. On est prêt en fait à faire ces efforts. Voilà, moi c'est ça que je trouve très intéressant dans cette séquence autour de la sobriété énergétique. Bah moi, le concept de sobriété, je l'aime pas spécialement parce que je considère que c'est un élément moral. Et la question, c'est, oui, qu'on va faire des appels ponctuels à des mesures citoyennes et que les gens se mobilisent, etc. Pourquoi pas? Mais dans la durée, je pense qu'il faut revenir à des mécanismes traditionnels de prix, en fait, pour qu'on puisse obtenir une réalité de ça. Parce qu'ils sont favorables. Mais bon, il faut quand même regarder dans la réalité et dans l'implémentation. Parce que les fournisseurs d'énergie, ça fait longtemps qu'ils proposent des offres où on peut moduler, on peut réduire, etc. Elles ont été très très peu adoptées. Très peu adoptées parce que les incitations sont très très faibles. Exactement. Donc, oui, mais... Parle-en à un père de famille nombreux, je t'assure que c'est très très faible de s'emmerder à faire la lessive la nuit, hein, vraiment. Bien sûr, non, mais... donc là, la question... Et c'est pour ça que ça va être à l'épreuve du temps que tout ça va se vérifier. Certes. Et le seul moyen de s'assurer que dans le temps long ça se passe, c'est qu'on ait des mécanismes de prix qui reflètent une réalité de l'offre et de la demande, et en tout cas oui, qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement qui permettent de refléter ça. Mais pas les mécanismes de prix actuels. Ah bah non, il y a des... Le prix de la dernière centrale, le prix du gaz qui fixe le prix de l'électricité, on est d'accord que... Enfin, non, mais moi je suis d'accord avec ça et je pense qu'il faut revisiter ça, mais il faut le faire tranquillement. Il ne faut pas non plus casser la dynamique des interconnexions électriques en Europe parce que c'est un outil essentiel parce que sinon on est en blackout technique. Donc il faut que ça soit coordonné. Bon, les Espagnols et les Portugais ont réussi à le faire dans leur coin. Mais justement parce qu'il y a très peu d'interconnexions. Oui, mais bon. Néanmoins, c'était un coup de canif à cette coopération. Donc nous, on est obligé de le faire avec la plaque Benelux, Allemagne, de façon extrêmement nette. C'est pareil avec l'Italie, on pourrait considérer que c'est moins important, mais donc là, il faut qu'on le fasse de façon coordonnée. Je pense qu'il y aura un consensus qui va se mettre en place, mais néanmoins, il restera quand même une vérité des prix après, parce que même si on fait baisser les prix de marché, il restera quand même une forte augmentation des prix réels. Donc ça veut dire qu'il faut travailler là-dessus. Et la question qui est posée pour revenir au point sur les entreprises, c'est quelle mécanique de répartition on fait entre les entreprises et les ménages. Sachant que les deux ne sont pas complètement indépendants. Quand on subventionne les ménages, en réalité, on subventionne les entreprises. Parce que on fait baisser les demandes de revendications salariales des salariés dans plein d'entreprises qui sont peut-être moins... D'ailleurs, c'est beaucoup plus dilué du coup, parce que ce n'est pas forcément les entreprises qui sont directement exposées à la facture énergétique, mais c'est une mesure aussi qui vise à tempérer les revendications salariales. C'est vrai. Et ça, peut-être que sur le temps long aussi, ça nous aidera dans un écart de compétitivité avec d'autres pays européens. Donc c'est une affaire complexe, mais la sobriété, je pense qu'il faut la dépasser pour travailler sur des vrais mécanismes de marché. Il faudra probablement pendant cet hiver mobiliser de façon citoyenne, mais on ne pourra pas faire ça pendant 10 hivers. Ça ne marchera pas. Nicolas, Patrick, comment est-ce que vous voyez le truc? Alors sur le comportement des Français, leur réaction en disant on est prêt à jouer le jeu, bon, c'est très bien, enfin, c'est le petit bout de la lorgnette et c'est bien, c'est mobilisateur, ça fait partie d'un pays. Ceci étant, 1 degré, je crois, je ne sais plus qui avait fait le calcul, 1 degré, c'est une centrale hein, quand même, hein, c'est l'équivalent d'une centrale si vraiment tout le monde baissait d'1 degré. Donc c'est pas complètement nul, mais c'est pas à la hauteur du défi. C'est pas à la hauteur du défi. C'est important, c'est un état d'esprit, mais c'est pas à la hauteur du défi. Après, donc, je ne sais pas jusqu'à quel cran il faut remonter, mais on remonte à la politique
énergétique de l'Europe ou de la France. Donc on a la problématique du nucléaire, on a la problématique de qui doit payer la hausse et de l'énergie importée, puisque c'est là incontestablement elle est plus chère. Tout à fait. Et on a une autre question qui est qui a profité pendant cette période-là de cette hausse. Est-ce qu'elle est en totalité répercutée et ça n'est qu'une répercussion, ou est-ce que quand je suis un grand énergéticien, j'ai aussi... tu as la réponse à la question. Alors là, donc après, il y a une question, c'est, quand on arrive à la problématique du prix, c'est qui fait l'effort de cette augmentation et qui en a profité. Et donc, on retombe sur une nécessité de mise à plat quand même. Oui, je reprends l'exemple de Total. Je prends l'exemple concret de Total. Donc on a dit, il y a une augmentation de tout ce qui est importé sur l'énergie pétrolière. Le Brent, il est à, je sais pas, 90 80, oui, autour de 90. Total vient et dit, avant que l'État ne décide quelque chose, je mets une pièce et je contribue à hauteur de... Ouais. Tu sais combien ça représente sur l'augmentation de la marge ? 500 millions à peu près, non ? En valeur, si je dis 500 millions, ça fait beaucoup d'argent. Si je te dis en pourcentage de l'augmentation... Sur leurs 14 milliards de bénéfices, c'est pas grand-chose, oui, on est d'accord. Non, mais sur l'augmentation de la marge générée par l'augmentation du prix, leur contribution, c'est 10 ou 20%. Moi, il n'y a aucun geste de générosité. Moi, je veux dire, c'est bien de l'avoir fait, mais on est loin d'avoir épuisé le sujet de savoir la répercussion qui est à la pompe, le bouclier fiscal, quelle est la quote-part d'efforts qui a été fait par les grands importateurs, dont Total. Donc c'est un vrai sujet, c'est que je ne parle pas de 80%, que ça ne représentait que 20% de la marge totale. Je parle que ça représente 20% de l'augmentation de la marge liée à l'augmentation du prix du Brent. Donc c'est une remise à plat qui est assez forte. Après on tombe dans la démagogie de la problématique du super profit. Évidemment, je ne sais pas ce que c'est qu'un super profit. Oui, ça c'est bon. Mais l'idée est bonne quand même. Quand on était dans la crise du Covid et qu'on a dit aux hôteliers, vous allez subir parce qu'on a décidé d'arrêter, donc on va vous aider. Quand on a dit à l'événementiel, les réunions sont interdites, on va vous aider. Normal. Il y a une crise de l'énergie. Il y a des secteurs d'activité qui, incontestablement, à même niveau de chiffre d'affaires, ont fait x10 cette crise. x10. Ouais. C'est-à-dire qu'ils gagnaient 1 milliard, ils en gagnent 10. Bon, c'est quand même beaucoup d'argent. Donc ça, c'est pas le super profit en général. Dire qu'ils peuvent être appelés à contribuer de manière exceptionnelle, c'est la même chose que quand on a aidé ceux qui étaient en une situation difficile. Je prends l'exemple de l'Espagne qui est allée plus loin. L'Espagne, elle a dit... Vous n'avez rien gagné, vous banquiers, pendant cette crise du Covid, mais quand même, on vous a bien aidé à un moment où c'était dur. Alors, comment on vous a aidé à un moment où c'était dur ? Vous allez avoir une taxe supplémentaire pour contribuer à la crise du moment. Tout ça, ce sont des débats intéressants. Je ne sais pas si l'Espagne a bien fait de taxer les banques en leur disant « à une époque, je vous ai aidé, maintenant, vous devez aider votre pays ». Mais en tout cas, je trouve légitime le débat et l'action de dire que ceux qui bénéficient de manière extraordinaire des gains, de gains liés à l'augmentation de l'énergie importée, qui est in fine se traduit par une inflation dans notre pays, par une intervention de l'État, par une augmentation des impôts. Non, mais Nicolas, très rapidement, Total est un groupe mondial. Leur pétrole, ils vont le chercher partout dans le monde et ils payent leurs impôts et des impôts considérables sur le pétrole qu'ils vont chercher en Angola, etc. Et tout. Donc, chez nous, sa seule activité, c'est les marges de raffinage. Ouais. Et en donnant 30 centimes, d'ailleurs, moi, je me gratte la tête parce que j'ai l'impression, je vois pas comment ils peuvent pas vendre à perte. Ils mangent toutes leurs marges de raffinage en France, même si au regard des profits mondiaux. Mais ils ont de l'activité partout. Non, mais tu peux pas dire mon business model. Je découpe mon mammouth en rondelles. Là, je perds. Si. Mais non, c'est un tout. Je veux dire, tu essayes d'améliorer là où tu perds, mais tu peux pas dire sur ta chaîne, je prends que ce que je gagne et je laisse de côté ce que je perds. Ta chaîne, ou alors ils ont qu'à vendre ce métier-là. À ce moment-là, tu taxes LVMH. Alors la Chine est fondée à taxer LVMH sur les profits qu'ils font sur les sacs qu'ils font en Chine. En Chine, c'est bien ce qu'il fait. Tous les pays taxent sur. On demande bien à la consommation, mais pas au bénéfice. On demande bien le bénéfice du pays. C'est le sujet des GAFA. Tu es en train de me dire qu'il n'est pas légitime de demander aux GAFA de payer un impôt sur le chiffre d'affaires qu'ils font en France. C'est ce qu'ils font sur le pétrole qu'ils extraient. Ils payent leur chiffre. Bon, enfin, ils extraient le pétrole, en Angola, je crois, assez massivement. Ils payent des impôts massifs en Angola.
oui. Non, mais il y a plein de groupes pétroliers. Des redevances. Des fonds, Des redevances. Oui, enfin, oui. Moi, deux, trois observations. D'abord, je suis plus vieux d'entre vous. Et moi, en 74, je passais mon bac. Il y avait de la publicité à la télévision pour le gaspille. Ben, bien sûr, ouais, évidemment. Donc moi, Les ça ne me choque pompules. pas. Ça me choque pas. En plus, je trouve qu'on dort beaucoup mieux à 18 et 19 degrés qu'à 22. Donc c'est ma femme qui va faire la tête, mais je suis personnellement ravi d'avoir à lui imposer cette mesure. Ça, c'est effectivement par le petit bout de la lorgnette. L'autre sujet qui me paraît un sujet important, c'est de ne pas, à l'intérieur d'une crise dont on ne sait pas si elle va durer, mais qui, à un moment, va quand même cesser. L'agite-propre de M. Poutine avec le nucléaire tous les matins, je dirais, à un moment, voilà, ça ne peut pas rester comme ça. Je suis assez circonspect, on parlait de formule de prix, à ceux qui veulent modifier des équilibres, notamment les équilibres d'EDF qui remontent à Marcel Boiteux, qui ont permis la construction du parc nucléaire français. Alors que le parc nucléaire français soit dans l'état... Donc tu veux dire quoi, là? Augmenter l'arène, par exemple, de manière considérable, ce serait une erreur? Si la structure des tarifs de l'électricité, parce qu'on parle de ça, Ouais. parce que le prix du brut, il est à moins de 100 $ le baril, enfin là on parle du Brent, et en 2013 il était au même prix, hein, et 2012 même chose, donc ça a augmenté, je sais pas, par rapport à l'année dernière. Mais Non, notre sujet c'est le gaz. mais bon, le sujet c'est le gaz. Le sujet c'est le gaz. Alors effectivement, par cette notion de coût marginal, mais c'est ce coût marginal, ou cette tarification au coût marginal, qui a permis de financer les investissements qui font que la France est quand même un pays, alors, nonobstant l'état du parc, hein, parce qu'on on mélange deux choses. Nonobstant l'état du parc, c'est quand même le pays le plus remarquable en Europe. Bon. Alors ensuite, Non, juste un chiffre, hein, EDF va perdre 28 milliards dans cette crise. on se demande. Il aurait dû en gagner 50 ou 60. On aurait dû être le Koweït de cette crise électrique. C'est incompréhensible. Truc de dingue. C'est incompréhensible. Je jette la pierre à personne, mais c'est incompréhensible. Alors ensuite, sur ces notions de qu'est-ce qu'on fait du gâteau? Plutôt que de... Moi, je vois notamment la gauche essayer d'inventer des nouvelles formules de prix. Qu'est-ce qu'on fait du gâteau? Et puis, sans parler, comme l'a dit Nicolas Mérandol, de la taxation du superprofit. Qu'est-ce qu'on fait du gâteau? Pousser dans une logique de donnant-donnant, qui est plus facile pour moi à comprendre qu'une logique de superprofit. Pousser les entreprises... Alors, peut-être avoir déjà des systèmes régulateurs, mais de court terme, qui reviennent à l'État, hein. C'est le geste de l'État. Mais pousser les entreprises qui génèrent ces super profits à réinvestir pour permettre que demain, quand on ne va avoir en 2035 plus une seule voiture qui marchera à l'essence et qu'on va avoir le problème, oui, mais on pousse effectivement les gens à investir. Donc ça, c'était l'idée de Le Maire, qui visiblement est abandonnée, d'un fonds vert... Je ne sais pas si c'est un fonds vert ou il faut l'appeler fonds vert ou autrement, mais ça en même temps, Total le fait massivement. Hein. Alors, c'est pas toutes les compagnies pétrolières, mais Total est sur un shift quand même très très important. Mathieu, tu sais ça mieux que moi, je crois que c'est 10 gigawatts par an de renouvelables qui sont en train de... En mise de production, c'est pas forcément un shift en investissement en R&D. C'est vrai. C'est pas les mêmes natures. Non mais, en fait, les surprofits qui viennent d'un mécanisme d'entente, moi j'ai pas de problème à ce qu'on cela regarde. Oui, on les regarde et Et l'OPEP, c'est pas un mécanisme d'entente? Là, par exemple, là on demande à Total de faire une subvention croisée, en fait. C'est-à-dire que sur la partie downstream, si on va dans une station-service Leclerc ou Total, le prix il est quasiment le même. D'ailleurs, aujourd'hui, avec la ristourne Total, il est même inférieur, ce qui a posé des problèmes à Leclerc. Donc, on voit bien que c'est pas un mécanisme d'entente dans le métier de distribution. Ah non, ils se font la guerre, les deux, ça y est, c'est très clair. Donc, Total prélève des profits qu'il fait dans l'amont pour le déverser dans l'aval. Oui. Bon, d'ailleurs, en Allemagne, par exemple, comme ils n'ont pas de Total, bon, ils peuvent pas le faire. Mais ce qui vient de l'amont, c'est quand même qu'à un moment donné, ils ont pris des risques, ils ont fait des investissements dans des pays où tout le monde ne veut pas toujours aller, voilà. Et ils ont pris le pari qu'à un moment donné, même en 2025, en 2030, on aurait encore besoin de pétrole. Alors qu'il y a plein de gens qui leur disaient, non, on n'en aura plus besoin. Donc, et idem sur le sujet du gaz. Donc, quand on pourrait appliquer ça aussi aux usines de semi-conducteurs. Il y a eu un pic de demande sur les semi-conducteurs. Les gars qui ont investi des milliards sur chaque usine, on va leur dire maintenant, en fait, vous faites trop de profit parce que les prix ils ont augmenté, parce qu'il y a un déséquilibre offre-demande. C'est pas un mécanisme d'entente, c'est un déséquilibre offre-demande. Idem dans le transport maritime. Quand alors là, CMA CGM a investi dans l'opérateur à Singapour,
Et je veux dire, il n'y avait pas grand monde qui était prêt à les accompagner. Enfin, les banquiers, ils n'étaient pas hyper tous partants pour dire, voilà. Et là, en fait, on se retrouve avec un opérateur qui a considérablement développé sa flotte à cette époque-là. Hein, c'était en 2015, si je me souviens bien. Et donc, on leur dit quoi? On leur dit, vous avez fait un investissement capacitaire à l'époque, et maintenant que ça rapporte de l'argent, on vous dit, non, vous n'avez pas le droit de... Tu as fait un investissement capacitaire après avoir quand même été sauvé par l'État. Oui. Bon. Et derrière, tu te retrouves avec quand même Ils ont été sauvés par l'État, ils ont fait une sauvegarde. Ils ont fait une... Non, quand ils ont été sauvés, c'était l'époque Chirac, voilà, quand il a fallu... Oui, ça ne nous rajeunit pas quand même. Ouais, mais c'était Une sauvegarde à Marseille, d'ailleurs. Ouais, c'était une sauvegarde. Mais tu as un taux de taxation des profits à 2,5%, c'est ça? Oui, ça, c'est autre chose. Et tu as un régime d'entente autorisé par la Commission européenne entre 4 grands blocs pour se partager le gâteau du transport maritime. Il est attaqué par les Américains. Mais ça, c'est Oui, notre mais approche. là, je sais pas. Et Non, tu mais- fais 17 milliards de profits quand même. Non, mais qu'on leur dise il y a un problème d'entente, c'est pas la même chose de dire que ils bénéficient d'un Non, je comprends ce que tu dis. Dans le transport maritime, ce qui est une réalité. Et en dernier lieu, tu moquais tout à l'heure l'idée de faire son linge la nuit. C'est du vécu. Non, mais oui, c'est du vécu. Mais ouais, j'ai connu, à nouveau j'ai l'impression d'être le vieux con du groupe, mais c'est pas grave, ça va être le cas. J'ai connu une époque, en tout cas, où effectivement, on avait sur le tableau, Mais oui. on avait des machines qui ne démarraient qu'à partir du moment où on passait en heure creuse. Exactement, absolument. Et donc, c'était pas très compliqué. Non. Tu mettais ta machine à à fait. 7h du soir, à l'heure ou à 6h du soir. Tout à fait. Monsieur ou madame, je ne vais pas faire Tout plaisir à à fait. Madame Roussel. Non, mais on va pas Mais ce que je veux décrire dire- nos machines. Non, ce que parce je veux dire, c'est ce qu'on que je peut vais te très répondre, bien. c'est que si tu on fais peut- de la laine, il faut quand même Ouais. te lever à un moment pour D'accord. l'étendre. Tu peux pas la laisser Mais traîner moi, toute je la suis- nuit. Voilà. mais on peut Mais quand même- refermons la parenthèse ménagère. Non, mais refermons la parenthèse ménagère. On peut quand même essayer de réfléchir. Il y a eu, parce que l'énergie ne représentait plus rien, il y a eu une gabegie généralisée. Oui, tu as C'est pour parfaitement ça raison. c'est pour ça que trouver 15%, trouver 20%, à mon avis, et je parlais hier avec quelqu'un qui est en train de faire des formes suis d'accord avec de ça. sondage d'opinion là-dessus, ça va pas être difficile. On va les trouver. Je pense qu'on a deux sujets. Je pense qu'il y a une vertu sur l'énergie qu'on a connue en 74-75, une alerte mobilisation générale. Il y en a une nouveau et c'est vertueux et ça va nous redonner une discipline comme il y en a sur la sécurité dans les aéroports. Maintenant, on passe les SAS c'est d'une banalité affligeante. On est prêt à remettre un masque s'il faut. C'est une banalité affligeante. Il y aura une discipline qui va se mettre en place sur l'énergie suite post cette crise. Je reviens sur le point de Mathieu. Moi, je ne suis pas d'accord sur l'idée que s'il y a un effet d'aubaine lié à une guerre dans notre pays, une situation internationale exceptionnelle, et qu'il n'y a pas entente, alors la situation peut être exploitée sans qu'on se pose des questions. Et que le seul critère qui amènerait à une intervention d'une taxation exceptionnelle, c'est le critère de l'entente. Non, je crois que, encore une fois, je prends mon exemple. Oui, non, mais Dans l'offre et la demande du marché, les hôteliers, on aurait pu leur dire, écoutez les gars, vous avez bien gagné de l'argent, vous avez un immeuble, vous avez un appartement, vous avez des immeubles conséquents dans le carré d'or de Paris. Il se trouve qu'il y a une crise et les Américains viennent pas, c'est la vie, et ils viennent pas, tant pis pour vous. Bon. Non, c'est pas ça qu'on a fait. Donc je dis Ça veut dire marche que dans tu un sout- sens, ça le veut même dire- sens. Non, parce que personne pour les ne mêmes soutient raisons, ça Total marche quand dans le l'autre baril sens. est à $20, Nicolas. Personne ne soutient Total quand le baril est à $20. Et quand Pouyanné On n'a prend... pas interdit à Total de distribuer là, on a interdit aux gens. Non, On a personne ne provoqué un soutient- événement non, à une économie. tu veux leur prendre un peu de pognon quand le baril est à 100, mais personne ne les soutient quand il est à 20. Et quand Pouyanné, là je vais aller dans le sens de Mathieu, quand Pouyanné prend le truc après donc la mort de Marjorie, c'est vrai qu'à ce moment-là, des questions se posent et tu as beaucoup de prophètes qui disent il faut absolument désinvestir le pétrole. Et tu as un Pouyanné qui dit non seulement je vais pas le faire, mais je vais mettre le groupe en ordre de bataille pour qu'il vive avec un baril à $50. Ça, c'est une stratégie de chef d'entreprise. Oui, d'accord. Et à un moment, le gars, il récupère les fruits de la vista Non. qu'il a eue. Non, il l'a pas fait en disant un jour. Il y aura une guerre avec l'Ukraine. Un jour, les robinets vont être t'es coupés. dur, là, t'es En dur. Europe, on aura machin. Bon. Et ce jour-là, je serai prêt, je vais faire des tours. Moi, pour avoir discuté avec lui en juillet de l'année dernière, les prix du gaz avaient déjà hyper augmenté l'année dernière. On savait qu'on était face à une crise du gaz indépendamment Oui, c'est vrai. du conflit Ouais, en c'est Ukraine. vrai. Moi, je reviens juste sur un point, c'est que sur la sobriété énergétique, on a investi en France 10 milliards dans Linky, donc qui est
infrastructure de compteurs communicants. C'est le plus gros investissement réalisé quasiment dans le monde entier à part la Chine. Et en fait, il y a juste un petit effort à faire en plus, c'est mettre des mécanismes sur la vente. Et en fait, on ne veut pas le faire pour une raison qui m'échappe. Commencer à mettre des mécanismes qui permettraient on a toute l'infrastructure pour faire la sobriété intelligente. C'est-à-dire qu'on peut la programmer, on peut rajouter un petit peu de disjoncteurs communicants, etc., avec des micro-équipements, y compris sur les machines à laver. Et en fait, il n'y a aucun mécanisme d'incitation aujourd'hui à le faire. Voilà. Et ça, moi je dis juste, bon ok, on peut envoyer des SMS aux gens en disant mettez en route la machine à laver à telle heure ou à telle heure, mais en fait, on peut le programmer parce qu'on a mis 10 milliards, on a une infrastructure. Mais alors tu veux dire le programmer de manière administrative, c'est-à-dire qu'à un moment, tu as le préfet qui aurait la main sur l'ensemble des compteurs électriques de France. C'est des choses qu'on peut faire, mais moi je pense même sur des mécanismes de marché, on pourrait tout à fait réaliser ça en ayant une gamification tarifaire différente. Mais là, politiquement, on ne veut pas le faire. On demande aux gens, on va dire, on va faire ça par SMS. Moi, je dis, si on a une crise pour un an, enfin pour un hiver, ça va passer. Mais ça ne passera pas sur 10 ans. Juste, alors, un mot, parce que tu en parlais, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il y a quand même un mécanisme sur les énergies renouvelables en France qui est assez malin. On a permis aux investisseurs, en fait on a couvert les investissements des investisseurs avec un tarif, je ne sais plus à combien, je crois qu'il devait être à 45 € le mégawattheure ou quelque chose comme ça. Et long terme. Long terme. Et l'échange, c'est que si ça passait au-dessus, et c'est donc massivement passé au-dessus, les opérateurs d'énergie renouvelable reversaient à l'État ce qui va au-dessus. Ça fait quelque chose comme 8 ou 9 milliards qui ont été reversés à l'État. C'est la même idée. Oui, mais parce qu'à ce moment-là, on a couvert les investissements. Tu comprends, Nicolas, personne n'a couvert les investissements de Total. Là, c'est l'État qui a couvert les investissements et qui a donné une garantie de rachat à un prix de 45 € le mégawattheure. Je ne suis pas sûr que ce soit 45, ça ne doit pas être très très loin. Juste, parce que je voulais vous entendre parler des ETI quand même, c'est le truc éternelle promesse. Et Olivier Grégoire, on va voir ça, là, qui, sans arrêt, on revient en disant nous voulons des ETI. Enfin, ça fait 15 ans, 20 ans maintenant. 20 ans que je suis l'actualité économique. Non, mais, hein. Ça fait 20 ans que j'entends dire mais oui, c'est formidable, les ETI, on veut des ETI. Alors, Olivier Grégoire, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit en fait, on a tout fait. On a lissé les effets de seuil, on a baissé les impôts de production, on a développé l'apprentissage, et maintenant, on a juste besoin de s'occuper, de soulager la charge mentale, dit-elle, des entrepreneurs en lançant une grande campagne de simplification. Mathieu, ça te fait sourire ? Non, alors moi je suis à la tête d'une ETI. Alors moi mon obsession c'est belle ETI. Moi mon obsession c'est de ne plus être une ETI. Donc désolé pour elle, mais mon objectif c'est de sortir et de passer au statut de grande entreprise. Donc voilà. Blague à part, en fait non, tout n'a pas été fait parce que sur les impôts de production tout n'a pas été fait. Je pense qu'on pourrait être un peu malin. D'un mot, mais vraiment d'un mot, c'est un scandale pour toi qui divise par deux là la baisse de la CVAE sur 2 ans ou c'est quand même de la saine gestion ? Je suis partagé, disons. Voilà. Donc moi je trouve que notamment il y a des ETI qui sont très exposés à l'augmentation de la facture électrique, ça aurait permis de gérer un petit peu les choses. Mais bon, l'essentiel c'est que la parole principale soit tenue. Non, je pense qu'on pourrait imaginer d'autres choses. Par exemple, aux États-Unis, ce qui favorise énormément la consolidation du mid-market, c'est le fait que quand on fait une acquisition, on peut amortir le goodwill fiscalement. Donc ça, c'est quand même une incitation énorme à consolider les filières. Les ETI, ça se fabrique aussi grâce à des stratégies d'acquisition qui permettent de consolider des filières sur le territoire national. Et ça, à mon avis, il n'y a pas de réflexion de ce niveau-là. Donc juste, parce que consolider le goodwill fiscalement, voilà. Déduire le goodwill. Voilà, déduire le goodwill. Enfin, le goodwill, c'est juste on paye moins d'impôts, quoi. Voilà. C'est mais c'est en incitant à faire des croissances externes. Parce que parfois, les ETI françaises ne sont pas, sauf quand elles sont soutenues par des grands fonds d'investissement, elles ne sont pas suffisamment actives sur la logique de croissance externe. Voilà. Et l'autre point, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le gros problème, c'est la mobilité des talents dans le territoire français. Et qu'en fait, il y a beaucoup d'ETI qui sont dans des territoires et qui n'ont pas accès aux cadres, qui n'ont pas accès à des emplois qualifiés. Et là, la difficulté, elle est loin d'être réglée parce qu'il faudrait repenser des infrastructures éducatives, notamment, mais aussi réfléchir, par exemple, à, j'en sais rien, diviser les droits de mutation des gens qui ont une mobilité professionnelle et qui se repositionnent dans un autre territoire. Il faut fluidifier le marché du travail, non pas uniquement pour baisser le taux de chômage, mais aussi pour faire circuler les talents dans... Très intéressant. Voilà. Et là, on a une grosse difficulté parce qu'il y a beaucoup d'ETI qui sont aujourd'hui bloquées par rapport au fait qu'elles ne sont pas accès aux meilleurs talents du marché. Il nous reste 4 minutes. Non, en deux mots, ma vieille marotte. Oui. La question du marché pertinent. Est-ce que le marché pertinent des ETI, c'est la France ou est-ce que c'est au moins l'Europe ? Et en réalité, on s'aperçoit que l'Europe, c'est une juxtaposition de marché domestique. Et que, nonobstant les directives transposées, on ne va pas en Allemagne, on ne va pas en Italie, on ne va pas en Espagne, on va au Portugal comme ça.
Et donc, pourquoi avoir limité ce statut de la société européenne en réalité aux très grandes sociétés? Pourquoi pas l'ouvrir, donner un passeport européen avec toutes les sociétés et faire en sorte que leur démarche sociale, administrative, elle soit gérée par le pays du siège social de la société, dans une logique de réciprocité totale. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir un bureau, mais sans aucune formalité, à Barcelone, à Madrid, à Helsinki, où on veut. À partir de ce moment-là, on redonne du vent dans les voiles, on redonne du sang aux ETI pour, comme les Américains, regarder leur marché comme un grand marché de 300 millions et non pas plusieurs marchés qui au total font peut-être plus, mais qui en réalité sont des marchés domestiques. Nicolas? Oui, je pense que c'est un sujet. Plein d'idées géniales, là. Hein. C'est un sujet récurrent depuis 15 ans, mais c'est un sujet très important. Très important. Et c'est ce qui fait de la différence quand même entre notre économie en termes de performance par rapport aux Allemands. Hein, on le sait. Et la problématique de l'ETI, c'est que c'est la taille qui convient. Alors même si la fourchette est quand même très très large, hein, l'ETI, on est entre 50 de 500 et 5000. De 500 à 5000. Et de 50 millions à 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Bon, donc mettons-nous au milieu. C'est quand même la nécessité. Pour pouvoir faire de l'export et croître, il faut quand même une certaine taille. Donc, inlassablement, quelles que soient les initiatives, il faut les encourager. Maintenant, à la fin, c'est l'entrepreneuriat, il faut que ça se réalise. Ça se décide pas là c'est pas une décision ministérielle. Et il y a les points que Mathieu a évoqués sont importants parce que 85% des ETI sont en dehors du territoire parisien, sont par construction répartis sur tout le territoire et sont très industrielles, sont moins services, elles sont beaucoup dans l'industrie. Et l'industrie, sa croissance, son développement, c'est aussi l'export qu'ont fait les Allemands. Donc c'est un sujet fondamental. C'est sûr que beaucoup de choses ont été faites pour les faciliter. Il manque ce qui... C'est pas idiot l'idée de dire qu'il y a un frein psychologique. À la fin, il faut faire cette consolidation qui suppose d'abandonner en amont une partie de son autonomie. Enfin, c'est quand même un bouleversement. C'est un vrai sujet. Je pense que les régions, c'est là où les régions qui sont le plus proches du terrain peuvent aider dans la mise en œuvre de cette action. Ouais, mais ces histoires de simplification, c'est vraiment... Alors, c'est une tarte à la crème sur une tarte à la crème. Oui, quoi, mais tu vois, c'est pas grave. Je voyais que Guillaume Poitrinal, là, renvoyait le bouquin qu'il a sorti il y a 10 ans maintenant. Il y a 10 ans maintenant, le bouquin sur le temps et sur qu'il identifie comme le mal français, lui, le temps qu'on met à faire les choses. Alors, allez, le mot de la fin. Non, mais le sujet de la formation qui était évoqué, hein, ouais. Et que j'imagine que Nicolas Mérindol vit à Marseille, que moi je vis à Paris, la faiblesse de la compréhension par les dirigeants de petites entreprises du cadre juridico-économique dans lequel il évolue est affligeant. Donc là, on a un problème d'éducation. Ah, oui. Et peut-être pas simplement d'éducation de base, mais de continuing education, d'éducation permanente, pour que ces gens-là se décomplexent. Mais ils sont encore très complexés. Et il y a eu cette barrière mentale, elle est très forte. Merci messieurs. Merci beaucoup, à bientôt. Et nous, on se retrouve demain pour d'autres débats tout aussi enflammés.